Freud est un penseur difficile et sans concession, et son message est somme toute assez simple, et il consiste à nous dire, voilà, c'est comme ça que nous sommes, pas autrement. Ce que nous demandons, c'est tous la même chose. Il le dit d'une façon pathétique à la fin de Malaise dans la civilisation. Ils demandent tous la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être aimés. Et bon, c'est pas condamnable, hein. Mais il nous dit, voilà, il y a des difficultés qui tiennent à la façon dont l'homme est fait, dont il s'est construit, à la fois à travers le temps et aussi à cause des particularités de son organisation biologique, et que, en effet, la dimension du conflit est une dimension inéliminable avec laquelle il faut vivre toute sa vie, mais dans ce qui doit nous pousser, au contraire, à essayer d'abord de voir clair dans ces conflits. Les gens pensent toujours qu'il faut commencer par résoudre les conflits, mais on ne peut pas résoudre des conflits dont on ne voit pas la véritable nature. Le conflit le plus basal, le plus profond et le plus indépassable, c'est le conflit à l'intérieur de la sphère pulsionnelle entre les deux grands groupes de pulsions. Et c'est donc ce conflit le plus radical possible entre les deux grands groupes de pulsions, conflit quasiment inconciliable, qui va opposer à la fin de son œuvre, enfin à partir de 1920, les pulsions dites d'amour et de vie, qu'il baptise du nom d'Eros, autre figure de la mythologie grecque, et qu'il va opposer aux pulsions de destruction et pour lesquelles il ne se réfère à aucun contenu mythologique précis. Alors, vous voyez bien que c'est ce caractère radical qui, à la fois, à mon avis, rend compte du tragique de l'homme et en même temps suscite chez nous une sorte de réticence à accepter cette version des choses parce que on peut avoir envie d'y réagir, mais alors, il n'y a aucune chance que ça s'arrange jamais. Concernant ces forces de destruction, je ne crains pas de dire que c'est le problème le plus épineux de la psychanalyse. C'est probablement le concept de Freud qui suscite aujourd'hui le plus de réserve et le plus de rejet. Alors, il importe d'abord bien comprendre, parce qu'on dit quoi? Les pulsions de destruction, on voit bien qu'il y a des guerres partout, il y a de la criminalité, il y a de la délinquance. C'est pas du tout ça que Freud dit. Et là encore, il faut faire la différence entre cette espèce d'assimilation assez imprécise de ce qui est dans l'air du temps avec les mots qu'on utilise pour les qualifier et l'articulation d'une conception qui est autrement charpentée. Pour Freud, la force de destruction initiale est tournée vers l'intérieur. Autrement dit, c'est la force de destruction qui habite l'intérieur d'un sujet ou d'un organisme. Et l'agressivité exprimée ne représente que une fraction de celle-ci qui peut être défléchie vers l'extérieur. Autrement dit d'une façon schématique, on pourrait dire que
que toutes les guerres, en somme, préviendraient la menace d'une guerre civile potentielle. Bon, c'est une manière de le dire pour faire image, mais c'est pour bien montrer que la question de la destructivité est d'abord interne et que celle qui s'exprime au dehors par les agressions à l'égard de l'autre n'en représente qu'une fraction dérivée. La violence est avant tout née du sentiment d'impuissance, de désespoir et de détresse. Et on tombe sur le paradoxe que pour pouvoir supprimer cette détresse et ce sentiment de désespoir, c'est soi qu'il faudrait supprimer. Et comme je le disais tout à l'heure, comme il faut reprendre la chose sous l'angle du conflit généralisé, eh bien, ce sentiment de désespoir, de détresse et de haine de sa propre impuissance, eh bien, est attiré dans l'autre sens par, au contraire, un désir de survie, un désir de réaction, et qui amène à ce moment-là les agressions extériorisées, les agressions sur l'autre. Je fais l'hypothèse, et c'est une hypothèse qui a été très bien accueillie par mes collègues, qu'il existe en nous, c'est somme toute ma version de ce que c'est que l'éros, une fonction objectalisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction qui non seulement insiste sur les liens que nous nouons avec nos objets, lesquels objets contribuent à nous constituer. Ils font partie de nous. Ils ne sont pas à l'extérieur comme quelque chose avec qui nous avons des relations. Il y a une partie qui est, je dirais, intégrée à la texture de nous-mêmes. Quand vous dites « moi », vous croyez dire « moi tout seul », en fait, vous parlez d'un « moi » qui a été fait en partie par des objets qui l'ont marqué et dont il ne se rend pas compte. Bien. Et que donc la fonction ne se limite pas à ces relations, mais que je dirais que la fonction objectalisante consiste à postuler que nous passons notre vie à créer des objets. À côté des objets qui nous constituent ou des objets avec qui nous sommes en relation, nous créons des objets. Alors, nous créons des objets, ça ne veut pas simplement dire que nous créons des objets matériels. Ça veut dire que nous créons à l'intérieur aussi des objets psychiques. C'est-à-dire que, par exemple, notre travail devient un objet. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire ici, l'objet, ce n'est pas la caméra. L'objet, c'est la fonction de filmer. C'est ça l'objet. Et c'est une autre acception de l'objet. Et c'est pour ça que je crois que cette fonction objectalisante, elle est à l'infini, et nous passons notre vie à créer des objets, à constituer des objets, à abandonner certains parfois, à en trouver d'autres, et à donc vivre de ces développements que nous devons à nous-mêmes, à ce que la vie nous apporte, à ce que nous en faisons, etc. Et à côté de ça, nous avons une fonction qui est exactement inverse, et que j'appelle fonction désobjectalisante, et qui est ma version de la pulsion de destruction. C'est-à-dire qu'à côté de ce mouvement, il y a un mouvement qui pousse au contraire à, dans un premier temps, déqualifier les objets, et dans un deuxième temps, les éliminer. Déqualifier les objets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, quand il a une importance pour vous, c'est à cause de ce qu'il a de singulier, d'unique et d'irremplaçable. C'est ça qui en fait un objet d'investissement. C'est ça qui fait qu'il importe pour vous. C'est qu'il est unique et qu'il est irremplaçable. Quand vous déqualifiez un objet, ça veut déjà dire que
un objet en vaut un autre. Il est interchangeable, il est remplaçable. Et puis, dans un dernier temps, que cet objet subsiste ou disparaisse, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Alors en effet, bon, on a parlé du pessimisme freudien. Pour moi, c'est beaucoup moins une question de pessimisme que de lucidité. Et quand il dit voilà ce que nous sommes, et à nous de voir, eh bien, aussi ce qu'il nous dit à travers l'analyse, c'est que ces conflits, il est vain lorsqu'ils ont atteint un certain degré ou une certaine densité ou une certaine organisation, il est vain de penser qu'on va s'en tirer magiquement tout seul. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'autre semblable, devient le moyen par lequel ces conflits s'élucident. C'est-à-dire qu'on se trouve là dans une situation finalement que les gens ont très mal comprise parce qu'on pense que la psychanalyse c'est la subjectivité. C'est tout à fait insuffisant parce que c'est une subjectivité qui, pour apparaître dans toute sa dimension, elle ne suffit pas qu'elle soit exprimée, et elle ne suffit pas non plus qu'un autre vous dise « je vous comprends », parce que ça, n'importe qui peut vous le dire. Il faut que cette subjectivité passe par l'écoute d'un autre qui l'entend d'une certaine manière et vous la renvoie. C'est-à-dire que la psychanalyse, ce n'est pas un dialogue, c'est une relation à deux où on ne parle que d'un seul.